L'OPCO Atlas et Sinovaction vous présente le point de vue d'experts sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeux des transitions de l'habitat. Bonjour Monsieur le député. Oui, pardon, excusez-moi, j'étais en réunion, c'est un peu chargé aujourd'hui et ce n'était pas prévu. Comme j'ai été désigné orateur régional par Valérie Pécresse et on a été un peu… voilà. Désolé. Très bien. Pas de souci, mais du coup, qu'est-ce qui vous arrange? Est-ce que vous voulez qu'on attende que vous puissiez rejoindre votre bureau ou est-ce que… Non, on peut commencer. Là, je suis rue de l'Université, j'arrive. Et comme je m'occupe des questions de logement pour le groupe, le thème m'intéresse, mais je suis vraiment désolé. J'ai vu que vous aviez appelé 2 fois mon attaché parlementaire qui n'arrête pas de m'envoyer des messages. Oui, désolé. C'est juste pour m'assurer que c'était bien maintenu. Bon, je vous laisse entre les mains de Jean-Luc Renero de la Fédération Sinov. Bonjour Monsieur le député, donc merci à Jane et à Bouritalon de nous avoir mis en relation. Alors aujourd'hui, moi j'interviens donc pour la Fédération Sinov donc, qui regroupe les bureaux donc d'ingénierie, de conseil de numérique qui travaillent dans le service prestations intellectuelles. Dans le cadre des travaux que l'on conduit au sein de la Fédération, au-delà des métiers et des études que l'on conduit au quotidien, une fois par an, on travaille sur une étude approfondie sur des thématiques. Avant cette malheureuse période de Covid, on avait déjà réfléchi sur les évolutions des modes de vie et l'impact que ça pouvait avoir sur le logement, et donc avec une réflexion plus aboutie sur l'habitat en général. On a fait une première expérience avec un livrable qui est sorti il y a un peu plus de 2 ans sur les scénarios possibles des formes d'habitat qui seraient intéressants à travailler. Ça va de la colocation, l'intergénérationnel, le vieillissement, le handicap et déjà le travail à domicile, qu'on n'appelait pas télétravail, mais on s'aperçoit que notre période nous a mis en plein dans le bain. Et on a repris cette étude pour aller beaucoup plus loin en partenariat avec une école qui est l'INSA de Strasbourg, qui est architecte-ingénieur associé. Le projet que l'on a donc à travers les entretiens que l'on conduit, c'est aussi sortir un book, un cahier de tendance sur des prospectives de l'évolution donc de l'habitat. Et donc, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, donc en vous remerciant encore chaleureusement malgré les contraintes, on sait bien donc de calendrier qui sont là, que ce soit dans la conduite de vos missions et puis des échéances électorales qui vont arriver. Moi, ce que j'ai recueilli à travers déjà une bonne trentaine d'entretiens avec différentes personnes, des promoteurs, des constructeurs, des ingénieurs et des architectes, une réflexion sur l'habitat qui montre qu'on a une possibilité aujourd'hui de construire autrement. Construire autrement et dans la forme, dans la structure, c'est-à-dire sortir des systèmes constructifs avec des systèmes planchers-banches, aller vers des choses qui soient plus facilement transformables. Donc ça, d'un point de vue approche matériaux, métiers, conception, on s'aperçoit qu'on a des pistes. Par contre, on a quand même des hésitations, même s'il y a des projets aujourd'hui expérimentaux qui sont innovants pour aller vers de l'habitat évolutif, c'est-à-dire comment je peux réfléchir demain à faire en sorte que je puisse transformer au long d'une vie, puisque je risque d'habiter une trentaine d'années au même endroit, comment je peux faire en sorte que cet espace puisse évoluer et donc comment les pouvoirs publics demain pourront guider, accompagner, aider alors les collectivités, les constructeurs publics et privés pour
oser de l'expérimentation dans la gestion du foncier, que je retiens aujourd'hui de ce qui m'est dit par les uns et les autres, c'est que cette expérimentation, elle pourra se faire à condition qu'on s'affranchisse les intérêts économiques que l'acte de construire soulève, puisqu'un promoteur immobilier privé, il est là pour faire du bénéfice et c'est comme ça qu'il investit, qu'il se développe. Voilà, il crée de l'habitat et il crée de la force économique. Mais il n'empêche que quand on fait le constat qu'aujourd'hui, l'habitat représente quand même plus de 80% de l'enjeu architectural français, on n'entend parler que de la construction de bâtiments, on va dire un peu idoines, des bâtiments à vocation culturelle, des bâtiments à vocation juridique ou sociale. Et finalement, les études qui ont été demandées depuis 2 ans à travers donc, des personnes compétentes, il est hors de question de remettre en cause la compétence de ces études, se sont essentiellement orientées vers l'adaptabilité, mais l'adaptabilité du point de vue du vieillissement et du handicap. Et il nous semble vraiment que l'habitat de demain, au regard des évolutions des modes de vie, devra prendre en compte autre chose. Quel est votre point de vue là-dessus, monsieur le député? Tout d'abord, Monsieur le Président, je vous prie vraiment de m'excuser pour les conditions. Ce n'est pas un manque de respect envers vous et je veux vraiment vous présenter mes excuses. Sur la question de l'évolution du logement, forcément, on a les biais de notre propre parcours et de notre propre mode de vie. Je pense que votre activité a été due aux activités législatives et réglementaires. Et très clairement, si on n'avait pas voté dans la loi Elan les logements dits évolutifs et commence à aller, soi-disant, changer la donne pour construire moins cher et mieux plutôt que des logements accessibles, la réalité de la pratique n'a pas été prise en compte. C'était une fausse bonne idée, à mon avis, puisque au lieu de tout mettre sur l'évolutivité et la question thermique ou énergétique, je pense que la vraie question, si on veut vraiment redonner de l'espoir dans le logement, c'est la question de l'usage. Et je crois davantage dans la haute qualité d'usage que la haute qualité environnementale. Et on le voit bien, on a une équation à résoudre entre les aspirations des gens et les contraintes qu'on se fixe à nous-mêmes. Contraintes réglementaires, contraintes économiques et contraintes environnementales. Et aujourd'hui, cette équation, plus on avance, plus devient insoluble et réduit les chances de réhabilitation et de construction. Et donc, il faut qu'on puisse se redonner un espoir par rapport à ça. Et sur tous les métiers qui sont les vôtres, ceux de l'ingénierie, il faut que vous soyez une ingénierie de solution. Or, aujourd'hui, on vous utilise plutôt par contrainte que par recherche de solutions. Je me trompe peut-être, mais c'est mon pressentiment. Non, mais vous ne vous trompez pas, on est tout à fait là-dedans. Vous êtes plus un coût qu'une aide à la décision. Vous êtes une forme de passage obligé, alors qu'on peut développer. Certains de vos homologues militent pour être dans l'instruction des permis, délégués par les collectivités, puisque vous avez une expertise. Mais on voit bien que derrière, on s'éloigne de votre raison d'être, c'est de réussir les projets et que derrière, ils soient habitables. Et en ayant tout misé sur la question financière du coût ab initio, on en oublie la question des usages. On fait des logements de plus en plus compacts. Alors, il y a des intérêts, on a de moins en moins de couloirs dans la conception des logements. C'est bien a priori, mais a posteriori, on se dit, mais où est-ce qu'on range les choses? Et donc, c'est très bien pour un locataire qui est là sur une période courte, beaucoup moins pour un propriétaire occupant qui a besoin de stocker. Ça va du matériel pour l'hiver jusqu'aux données pour l'été. Alors, il y a eu des innovations qui ne sont pas inintéressantes sur la manière d'optimiser des balcons, des terrasses, des espaces extérieurs. Mais on voit bien qu'on s'éloigne des constructions alors, qui ont peut-être été critiquées d'un point de vue énergétique il y a 30 ans, mais qui avaient des celliers réels, qui avaient des espaces, j'allais dire, qui étaient appréciables pour l'usage. Quand aujourd'hui, on visite des constructions neuves et qu'on observe des chambres où on a déjà du mal à mettre, en plus du lit et
et des tables de chevet, une commode, ça devient compliqué. Donc moi, j'observe des gens qui finalement se mettent à stocker du linge par terre, que objectivement, on ne souhaiterait pas pour d'autres. On observe aussi un éloignement des projets où les gens prennent des bâtisses anciennes, plus éloignées, mais où les coûts de réhabilitation ne sont pas anticipés. Et finalement, la qualité d'usage tarde à venir puisqu'ils passent 5 ans, 10 ans, 15 ans à enfin rénover au moins les pièces de vie. Donc, on voit bien que cette équation, elle concerne à la fois le neuf et l'ancien. Il ne faut pas opposer les deux. Et finalement, l'aide à la décision, de plus en plus auto-centrée et publique, pose souci. On voit bien d'ailleurs dans l'instruction des aides, on est sur des logiques de plus en plus de tableaux, de données, mais qui ne correspondent pas à des réalités de vie. On a une autre problématique, c'est l'accès à l'énergie. Dans une ville qui n'a pas accès au gaz, dans une ville qui est mal orientée, on n'aura pas la même équation que dans une ville qui a un réseau de chauffage urbain. Et en même temps, le coût de raccordement au chauffage urbain n'est pas le même que le coût de raccordement au gaz. Et donc, l'équation globale, si on répond à l'équation de court terme, ne répond pas du tout à la question de haute qualité d'usage. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais mon approche, elle serait plutôt de revenir sur une approche populaire qui permette un accès au plus grand nombre à la propriété et à des espaces de vie qui répondent à des besoins d'usage. Et donc, je pense qu'on a été au bout de la logique, on fait de plus en plus compact. Mais en fait, on n'avait pas perçu qu'en faisant de plus en plus compact, ça allait coûter de plus en plus cher parce que les pièces humides sont ce qui coûte le plus cher. Et donc, forcément, le coût de construction quand on fait un studio est plus important que quand on fait un 4 pièces. Et donc, finalement, on a été aussi sur des enveloppes. Le logement social a sa part de responsabilité parce que finalement, ils ont eux aussi eu tendance à la compacité, à des programmations qui sont compliquées. Sur la question de l'évolutivité, je reste persuadé à titre personnel, mais ça n'engage que moi, que les économies de court terme sont peut-être des synonymes de surcoût à long terme. C'est-à-dire que quand vous avez des cloisons qui ne peuvent pas porter des évolutions de cloisons portantes, derrière, le jour où il faut faire évoluer le logement, même si théoriquement sur plan il le peut, on est sur des surcoûts de transformation qui sont beaucoup plus importants. Et je ne suis pas sûr que l'économie minime, infime, initiale se retrouve à long terme. On pourra en parler longtemps du logement. C'est un sujet qui me passionne. Mais ça me fait plaisir de vous entendre, monsieur le député, parce que à travers tous les interviews, bon, et au-delà de mon expérience de vie aussi, hein, ça fait 30 ans que je gère au moins un cabinet conseil. Alors moi, je suis un ingénieur, mais ingénieur ergonome. Donc les usages, ça me parle très, très bien. Voilà, je suis en plein dedans. Vous voyez, on peut se serrer la main de ce côté-là très volontiers. Ce qui nous interpelle aujourd'hui, si on veut avancer, il faut qu'on démontre par l'exemple que c'est possible. La difficulté, c'est qu'on va démontrer à l'instant T quelque chose qu'on évaluera dans 10 ans. On n'évaluera pas de suite. Mais on peut l'évaluer. Aujourd'hui, moi, par exemple, quand je fais des projets, je mets des critères d'évaluation pour faire des tests en situation et qui fait qu'on donne la valeur d'usage que l'on veut. Si on ne veut pas tomber que dans le réglementaire, parce que vous l'avez dit très justement, les ingénieurs aujourd'hui souffrent d'adapter, on voit les débats sur la RE 2020 hein, qui sont en train de naître aujourd'hui, effectivement, pour aller… On essaie d'éviter le terme innovation qui est parfois un peu galvaudé. On parle plus d'expérimentation, effectivement, sur cette évolutivité. On sait que les modes constructifs peuvent le permettre. Le système poteau-poutre donne quand même beaucoup plus de facilité, alors que architecturalement, il est moins séduisant parce qu'il est plus apparenté à des bureaux, à des espaces commerciaux, voilà. Mais on sait qu'on peut faire. Les nouveaux matériaux, qu'ils soient biosourcés ou bois ou autres, donnent aussi plus de facilité. Moi, j'ai eu des entretiens, donc, comme on les appelle méchamment, avec les bétonneux. Ils réfléchissent aujourd'hui hein, avec des évolutions, puisque par le biais de l'économie circulaire, ils s'aperçoivent qu'il faut qu'ils travaillent aussi leurs matériaux. Mais comment demain, si on ne veut pas tomber dans le réglementaire, on peut donner envie à aller vers des expérimentations et vous l'avez dit aussi très justement, ne pas
s'appuyer que sur les critères d'aide tels qu'ils sont faits aujourd'hui, que ce soit avec l'ANA, enfin avec ces organismes qui ont leur justification, mais qui ne sont centrés que sur un point de vue et du coup qui ont une lecture, une grille, qui n'apporte pas une vue systémique. Très concrètement, ce qui m'intéresse dans votre mail initial, c'est comment réfléchir demain à faire en sorte qu'on réponde aux besoins des Français. En réalité, la promesse d'élan, on n'y est pas. On ne construit pas plus, on ne rénove pas plus, on ne construit pas mieux et on ne construit pas moins cher. C'est comment, à travers ce que vous portez en termes d'innovation, et quels sont les leviers? C'est-à-dire que moi, je vois au niveau de ma famille politique, on porte la simplification. Très concrètement, c'est quoi la simplification? Et je vois bien que la simplification ne doit pas être bête et méchante. C'est pas on se sépare de l'ingénierie, parce qu'en réalité, l'ingénierie, on en a besoin. Le problème, c'est qu'on la paye 2 fois. Je ne dis pas ça contre les entreprises générales, mais on voit bien qu'il y a parfois des problèmes de double intervention. Et donc, on a quelques sujets, y compris en termes d'assurance d'ailleurs. Et donc, moi, je suis preneur de vos idées à partir du moment où elles dépendent de blocages réglementaires ou législatifs. C'est-à-dire que par rapport aux expérimentations que vous pourriez imaginer, et je suis prêt à les relayer très concrètement, c'est qu'on voit bien que ce qui a été sorti par la profession, et je ne vous jette pas la pierre, hein, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Les simplifications, on s'est concentré sur les grands projets d'urbanisme, les GOU, les PPA, mais en réalité, on est sur le logement, c'est du logement du tout venant, c'est-à-dire on doit toucher tous les territoires, petits et gros volumes. Et ce n'est pas la grande opération d'urbanisme de plusieurs dizaines de... J'ai porté moi-même, dans mon ancien métier, une opération à 32 000 m² de surface de plancher. C'est passionnant. Mais ce n'est pas le quotidien de la construction et de la réhabilitation en France. Et donc, je pense qu'on a fait une erreur sur la concentration dans une lecture très grandes opérations d'aménagement et peu dans le quotidien de tout projet de construction de réhabilitation d'un logement, de plusieurs logements, d'intermédiaires, de mini-copros, de copros de quelques logements. Et donc, moi, je suis preneur, très honnêtement, d'idées très concrètes, y compris en termes législatifs. Je ne sais pas quel sera mon sort en juin prochain. Je serais passionné de continuer le travail là-dessus, parce que je pense qu'on a loupé le rendez-vous d'élan. Ce n'est pas non plus pour jeter la pierre aux majors, hein, parce que moi, je leur rends grâce. Je veux dire, quand j'ai démarré ce métier de conseil en ergonomie, ça a été les premiers à me tendre la main. Dans les projets de conception-réalisation, on s'aperçoit de toute la difficulté que l'on a à partager des points de vue, parce qu'effectivement, on n'est pas centré sur le même regard. Comme vous le dites très justement, cette notion d'usage, on a du mal à l'expliquer, on a du mal à la pondérer, à la rendre visible. Là, on vient nous de répondre à un appel d'offres pour Paris 2024 sur un gros bâtiment sportif qui est en train d'être construit et la collectivité lance une étude d'assistance à maîtrise d'usage pour voir s'ils ne se sont pas trompés. Alors que c'est en amont, en programmation, qu'on aurait dû faire ces simulations. Alors, je vous rejoins par rapport à ça. Alors, moi, j'ai eu la double casquette, je dois vous avouer. J'ai été, en tant qu'élu local, membre du plus gros code de France, dans une interco déléguée à l'habitat, l'urbanisme et l'aménagement, et maire. Et en parallèle, de l'autre côté, j'étais dans la promotion immobilière. Donc, j'ai vécu les deux côtés. Ce que j'observe, c'est qu'on a de plus en plus de raisonnement dans l'hyper-spécialisation des métiers, qu'un aménageur ou un architecte urbaniste n'a pas forcément de vision au-delà de l'apparence de son quartier, de ce que les logements vont donner derrière. Et de la même manière, les élus voient les espaces publics, mais peu les espaces privés. Et donc, on doit tout reprendre depuis le début, dans cette vision où on est très prescriptif, et à force d'être très prescriptif par segment, on en oblige une approche globale de qualité de vie à l'échelle du quartier, à l'échelle de la rue, à l'échelle de l'îlot et à l'échelle du logement. Et par rapport à ce que vous décrivez sur l'absence d'anticipation dès le départ, moi j'ai vu des OPA, des opérations programmées d'aménagement dans des PLU qui juste ne tournaient pas parce qu'on générait des constructions avec des mauvaises orientations et on ne pouvait pas atteindre les réglementations thermiques.
parce que le dessin de l'urbaniste ne correspondait pas au dessin de l'architecte de la construction. Enfin, donc, on a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on a voulu faire de la stratégie, mais c'est une stratégie non opérationnelle. On a fait des SCOT qui prescrivent un nombre de logements, on n'a pas mis les outils en face pour pouvoir les produire. Les zonages sont profondément incohérents. Aujourd'hui, un promoteur, il va là où il y a un zonage qui est bon. Peu importe, j'allais dire, s'il y a un besoin ou pas. C'est assez irrationnel. Soit vous êtes en B1, soit vous ne l'êtes pas. Voilà. C'est un peu comme la Ligue 1, bon, on la montre à la télé, la Ligue 2, on ne la montre plus. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un mauvais match en Ligue 2, hein, mais voilà. Je suis désolé, je vais être obligé de vous laisser parce qu'on a des questions au gouvernement. Je vous en prie. Alors, moi d'abord, je vous remercie parce que on a vraiment des choses qui se percutent dans la réflexion. Moi, ce que je vous propose, c'est que par l'intermédiaire de Brutalon, on vous transmettra les éléments constitutifs du dossier, que ce soit donc le travail qui est fait avec les élèves de l'INSA de Strasbourg sous forme documentaire, ou que ce soit donc le résultat de l'ensemble des entretiens filmés que j'aurais pu faire avec les uns et les autres. Et puis, selon vos disponibilités, on reprendra contact avec vous par l'intermédiaire de Brutalon, et puis déjà vous rendre compte de l'intégralité pour voir ce que vous pourrez utiliser pour, on va dire, endurcir vos éléments de conviction, et puis les choses qu'on pourra peut-être porter ensemble, parce que nous, en tant que fédération, on représente quand même aujourd'hui 8 000 cabinets adhérents, mais aujourd'hui, c'est 80 000 structures en ingénierie qui existent en France, et ça vaudra le coup qu'on fasse réfléchir un peu tout le monde et l'ensemble des élus. Moi, je vous remercie vraiment très, très, très chaleureusement. Très concrètement, sur des questions réglementaires, alors en fait, je dois vous avouer, je suis co-rapporteur au titre de l'opposition pour l'application à 3 ans de la loi Elan, et on doit rendre notre rapport avant fin février. Alors, je le suis avec Richard Lieuget, qui était orateur pour la majorité. C'est très rigolo parce que c'était l'adjoint à l'urbanisme de la ville de Metz quand moi, je déposais des permis de plus de 10 000 mètres carrés quand j'étais côté promoteur. Donc, il me dit, maintenant, tu combats les promoteurs et moi, je les défends. Et c'était l'inverse avant. Donc, je vais communiquer à Metz au mois de mai avec les ingénieurs territoriaux, puisque leur congrès de l'AITF se déroulera à Metz au mois de mai. Donc, je communiquerai justement sur le développement durable et l'habitat. Très bien. En tout cas, voilà, moi, je suis à votre disposition à la fois sur les sujets de court terme par rapport à Elan, en termes d'interprétation réglementaire. Si vous avez des sujets particuliers, n'hésitez pas à m'utiliser. Si on a des problèmes d'interprétation, si on a des problèmes de sortie de décret ou d'ordonnance qui ont tardé. Et sur les sujets de proposition, vous savez comment c'est plutôt on les travaille en amont, plus ils ont de chances d'apparaître, que ce soit dans un projet majoritaire ou pas, mais en tout cas dans la future loi qui est trait à la construction de logements, parce qu'on est sur une crise de la construction qui est importante, et donc il faudra des mesures. Et si ces mesures peuvent être les plus concertées possibles et les plus intelligentes, tant mieux. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir, Monsieur le Président.